Bonjour et bienvenue à vous pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et au nombre des sujets évoqués, le bilan de la campagne café pour l'année 2012. Un bilan jugé positif. Jérôme Kofi Abolin nous fait le point de cette réunion ministérielle. Prévu pour se dérouler à Yamoussoukro, c'est finalement à Abidjan, au palais présidentiel, que le Conseil des ministres, en sa session du mercredi 6 mars 2013, s'est tenu. Cette session, comme à l'accoutumée, a réuni les ministres avec à leur tête le chef du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. Le Conseil s'est entre autres félicité de la bonne tenue de la campagne café-cacao pour l'année écoulée, c'est-à-dire 2012. Campagne au cours de laquelle plus de 470 milliards de francs CFA ont pu être distribués selon le porte-parole du gouvernement aux producteurs de cacao. Communication faite par le ministère de l'Agriculture par rapport aux informations relatives à la collecte et à l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao. C'est une obligation de notre gouvernement vis-à-vis de bailleurs de fonds internationaux. Donc tous les trimestres, ce point est fait. Cela participe de la transparence que nous voulons afficher de la gouvernance de l'État de Côte d'Ivoire. Désormais, tout est clair, tous les trimestres, un point est fait sur les tonnages, sur les exportations, sur les taxes qui sont prélevées, sur l'utilisation de ces taxes. Juste peut-être mentionner qu'à ce niveau, que pour la campagne qui s'est achevée en décembre 2012, 470 milliards de francs CFA ont été distribués aux paysans, aux producteurs donc de cacao. Et l'autre nouvelle intéressante, c'est que les prix fixés par le gouvernement sont effectivement appliqués sur le terrain. D'un mercredi à un autre, le prochain Conseil des ministres, c'est dans une semaine. Pour être précis, rendez-vous pris mercredi 13 mars 2013. Depuis hier à 20h, le dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales a pris fin. Les candidats à ces élections couplées ont-ils rempli cette première obligation? Alors on va le voir avec Emma Niamé qui s'est rendue à la commission électorale indépendante pour le constater. La cour de la commission électorale indépendante CEI grouille encore de monde à quelques heures de la clôture des réceptions des dossiers de candidature pour les élections couplées municipales et régionales. Pour ces candidats qui ont choisi ce dernier jour pour se conformer à cette obligation électorale, les raisons sont diverses. C'est dans l'union qu'on peut développer une région. Et nous avons donc voulu être le plus consensuel possible pour que la liste qui sorte représente effectivement la population du Bafing dans son entièreté. On a eu 6 candidatures et donc au sorti de consultation, lorsque des 6 candidatures, le choix est porté sur votre modeste personne, vous devez prendre le temps d'approcher les autres à l'effet de créer une cohésion avant d'aller aux urnes. Au niveau de la commission électorale indépendante, on souligne que cette affluence était prévisible. Mais cette affluence, a précisé le porte-parole de la CEI, n'empiétera pas sur le délai prévu. Comme décidé, la réception des dossiers de candidature s'est donc bel et bien achevée ce mercredi à 20h. On avait même souhaité que les gens soient là plus tôt pour que justement ce genre de choses ne se posent pas. Mais malheureusement, ils sont là en grand nombre maintenant seulement. Bon, nous faisons avec. Si les portes de la CEI se sont fermées ce mercredi à 20h, il est encore tôt selon les responsables de la CEI pour faire un bilan. Il est donc prévu une conférence de presse ce jeudi 7 mars pour éclairer la population. Amener les parents à adopter des gestes simples pour sauver la vie de leurs enfants, tel est l'objectif du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce ministère a organisé le mardi dernier la 2e édition de la campagne de promotion de la survie et du développement de l'enfant dénommé le panier de la survie. Suivons les explications dans ce reportage de Beckett Adiko, commenté par Fatou Fofana. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans était de 11% en 2012, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ces décès sont pour la plupart dus à des maladies courantes comme le paludisme, la diarrhée, la malnutrition, la rougeole.
Pour faire reculer ce taux de mortalité infantile très élevé, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et l'UNICEF initient une campagne de sensibilisation dénommée le panier de la survie. Le panier de la survie contient des gestes simples à adopter au quotidien, tels que l'allaitement maternel exclusif, la vaccination des enfants, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'enregistrement des naissances, le lavage des mains au savon avant de donner à manger aux enfants et après les toilettes. Un message bien perçu par les populations sensibilisées. On va respecter. Les jeunes mamans qui sont enceintes, je pense qu'elles doivent comprendre que dès qu'elles accouchent, elles doivent donner leur lait, leur sein à leur bébé pour que l'enfant soit en bonne santé. Le panier de la survie, s'il est adopté par les populations, va donner un grand coup d'accélérateur à l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement 4, à savoir réduire de moitié la mortalité infantile d'ici à 2015. Demain, c'est la journée internationale de la femme et ce sera l'occasion pour rendre hommage à toutes les femmes du monde. Déjà, notre reporter Honorine Agnegori s'est rendue dans l'univers des femmes qui exercent des métiers d'hommes. Il s'agit de la femme pompiste, entraîneur et transporteur. Regardez. L'époque où l'on disait à la femme « sois belle et tais-toi » est révolue. Les femmes sont de plus en plus conscientes de leur rôle et de leur importance dans la société. Et cela en vue de se prendre en charge, voire même prendre en charge leur famille et contribuer à l'économie de leur pays. Pour ce faire, il n'y a plus de métier tabou pour elles. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité, mieux, dans toutes les sphères de décision. Présidente, ministre, députée, maire, chancelière, générale des armées, médecin. Le témoignage de Aïssatou Cissé, responsable d'une société de transport depuis 17 ans, qui exerce ce métier avec abnégation. Je demande à nos sœurs d'embrasser tous les corps de métier. Il n'y a pas de métier réservé aux hommes. C'est vrai, le transport, on a tendance à dire que le transport est réservé aux hommes. Mais non, moi je suis bien une femme, je suis dans ce métier, c'est vrai qu'il m'a été imposé, mais que j'aime. Adélaïde Coudugnon, entraîneur au centre technique de football de Benjerville, maîtrise les joueurs et nous explique comment elle allie foyer et travail qu'elle exerce avec enthousiasme et rigueur depuis 2002. Quand tu es mieux organisé, tu fais la différence entre les deux, la période où tu dois être au travail, la période où tu dois être avec ton homme. Ça se passe très bien, ce sont des hommes qui m'ont adopté, qui m'acceptent, qui acceptent qu'une femme vienne au milieu d'eux, je les entraîne, ils acceptent tous les exercices que je leur donne et je pense que c'est avec leur aide que je réussis ma mission. Quant à Trazier Gisèle, elle exerce le métier de pompiste depuis 8 mois. Elle rivalise d'ardeur avec les hommes et s'y plaît. Elle décrit une journée de travail. On commence à 6 h et on finit à 21 h. Si les garçons peuvent faire, c'est que la femme peut aussi exercer ce métier. Je me plais dans ce métier. Les femmes qui exercent les métiers dits métiers d'hommes, on en trouve de nos jours dans tous les corps de métier. Et elles travaillent avec abnégation. La journée internationale de la femme, qui vient comme pour récompenser leur mérite, n'est pas effet de mode, mais est à saluer. Depuis la mort le mardi dernier du président vénézuélien Hugo Chavez, le Venezuela est en pleurs et les pays du Sud comme le Brésil, Cuba le sont aussi. Ils pleurent tous la mort d'un homme fort, mais également celle d'un ami. Regardez. Aujourd'hui, 5 mars, le commandant-président Hugo Chavez est mort. Un vice-président en larmes et un pays sous le choc. Ce matin, le Venezuela s'est réveillé en deuil. Les partisans du défunt président Hugo Chavez pleurent leur guide, celui qu'ils appelaient El Comandante. Quelle tristesse! C'était notre guide, notre commandant pour le processus révolutionnaire. Vous n'imaginez pas la grande perte que cela représente pour nous aujourd'hui. C'était notre grande crainte. Il est irremplaçable. Dire le contraire est un mensonge. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient à travers le continent sud-américain. Ses fidèles alliés saluent la mémoire d'un leader charismatique qui a œuvré pour l'intégration régionale. Ce matin, son homologue bolivien Evo Morales s'est dit anéanti, même désarroi à Cuba,
où se rendait souvent Hugo Chavez. Les frères Castro l'ont qualifié de véritable fils. 3 jours de deuil national y ont été décrétés. Émotion également à la présidence brésilienne. Très souvent, le gouvernement brésilien n'a pas été totalement d'accord avec le président Hugo Chavez. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que c'était un grand leader. C'est une perte irréparable. Autre soutien historique, l'Iran, la Russie et la Chine. Hugo Chavez avait fait de ces alliances décriées un axe majeur de sa politique étrangère. Tous regrettent sa disparition. Concert d'éloges du côté des alliés, mais une grande retenue chez l'ennemi historique américain, soupçonné hier encore d'avoir provoqué le cancer du défunt président. Washington dément et espère l'ouverture d'un nouveau chapitre. En clair, tourner la page de 14 ans de chavisme. Décédé des suites de son cancer à l'âge de 58 ans, les obsèques du président vénézuélien auront lieu demain vendredi. Dès l'annonce du décès, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un message au vice-président de la République du Venezuela, son Excellence M. Nicolas Maduro. En cette circonstance douloureuse, écrit le président, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence et au peuple vénézuélien notre profonde compassion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de continuer à regarder les programmes de RTI 1. Nous sommes là pour évaluer les préjudices subis et proposer réparation. Nous sommes là pour aider à reconstruire vos vies. CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Faites-nous confiance.